Les 46 militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022 à l'aéroport de Bamako au Mali et condamnés par la justice malienne à 20 ans de réclusion criminelle le 30 décembre dernier ont regagné Abidjan le samedi 7 janvier 2023 après leur libération la veille. On est avec le doyen Luc Abaki et c'est un plaisir de le retrouver. Il nous a accompagnés depuis le début de cette affaire. Luc, bonjour, c'est un réel plaisir de vous revoir. Bonjour Michel, c'est un plaisir partagé. En tout cas, je suis très heureux de retrouver votre plateau. Meilleurs vœux à vous. Mes vœux réciproques, je profite aussi pour formuler ces vœux à l'ensemble de la nation togolaise, à tous ceux qui nous font cet honneur, ce plaisir de nous écouter à chaque fois que nous faisons nos analyses ici. Alors, vous avez analysé ce dossier depuis le début par vos articles, vos interventions sur les médias. Aujourd'hui, c'est le dénouement. Quelles leçons on peut retenir de cette affaire? Je crois qu'avant de parler des leçons, c'est d'abord de voir le contexte dans lequel ces 46 militaires restants, après la libération des 3 soldats, ont pu donc recouvrer leur liberté. On observe tout simplement que c'est un soulagement. Un soulagement d'abord pour les militaires eux-mêmes, mais surtout aussi pour la Côte d'Ivoire. En témoigne précisément toute la solennité, l'emphase, l'ambiance des grands jours, justement, qui ont ponctué l'accueil de ces militaires-là le samedi nuit, tard dans la nuit, et le grand discours de grand-papa tenu justement par le président Ouattara montre véritablement que la Côte d'Ivoire est soulagée d'un problème ou d'une situation qui lui a étreint la gorge pendant plus de 6 mois. Et donc, je crois que ce soulagement-là va aussi se métastaser vers le président togolais qui, à un moment donné, avait même des raisons de renoncer à cette médiation dès l'instant où la Côte d'Ivoire avait cru utile de le contourner pour ameuter la communauté internationale avec les Nations Unies, les présidents de la sous-région, notamment Bazoum, Ambalo, etc. Et puis donc, c'est une affaire qui, à vrai dire, a hystérisé le monde politique sous-régional et même mondial. Et donc, je crois qu'à partir de l'instant où aujourd'hui, il y a ce dénouement, c'est aussi un soulagement même pour le Mali, d'autant plus que, vous savez, quand vous êtes des dirigeants visionnaires qui avaient une culture de résultats et qui se connaissaient vos priorités en tout cas vis-à-vis de vos devoirs pour votre population, ces genres de sujets vous distraient et vous absorbent de l'énergie pour rien. Donc on ne peut qu'être heureux justement de cet épilogue. Mais effectivement, comme vous parlez des leçons, il y a beaucoup de leçons à tirer. Vous vous souvenez que j'avais dit dès le départ ici que la seule personne qui est capable, qui est en mesure ou qui doit poser un acte déterminant permettant justement le dénouement de cette situation était le président Ouattara. Et vous avez vu que dès l'instant où il a fait profil bas pour envoyer une délégation de haut niveau conduite par son ministre de la Défense, Ibrahima Ouattara, au Mali le 22 décembre, les choses se sont accélérées de façon vertigineuse au point d'avoir donc le résultat. Donc la solution en vérité était là-bas. C'est-à-dire que vous avez de façon maladroite eu à envoyer une délégation peut-être de bonne foi. Mais on considère qu'à partir du moment où vous avez enfreint les lois, des dispositions et qu'il y a des suspicions, il y avait disons un bras de fer qui opposait déjà le Mali à la Côte d'Ivoire, il fallait donc faire profil bas dès le début pour négocier, pour expliquer, pour faire une démarche responsable qui aurait permis, je crois, peut-être après 1 semaine ou 2, de libérer ces militaires. Mais il a fallu beaucoup de tergiversations, il a fallu beaucoup d'illusions, en se donnant l'impression que, écoutez, nous sommes puissants, nous avons des réseaux, nous avons des connaissances au plan international, et donc nous allons faire des pressions, nous allons faire des intimidations, nous allons faire, en tout cas, des sanctions, etc. Mais ça n'a pas marché. Au bout du compte, la solution était au nez même des 2 partenaires. Alors, la solution a été au nez des 2 partenaires et on a senti véritablement que la solution est venue de l'Afrique. C'est une leçon à retenir. Cela veut dire qu'on peut
nous-mêmes régler nos problèmes. Mais c'est une évidence. Moi, je crois que nos dirigeants se donnent cette illusion maladroite de considérer que les solutions à nos problèmes doivent venir de l'extérieur, de ceux-là que nous considérons comme des puissants du monde. Or, il a fallu que tout ce monde-là aussi fasse une démarche, s'active, travaille par eux-mêmes avant d'arriver là où ils sont. Donc, je pense qu'on doit pouvoir se concentrer véritablement sur nos problèmes, croire en nous et envisager des solutions par nous-mêmes. Mais il se trouve que, justement, cette histoire de garantie militaire nous a instruits à plus d'un point. Parce que, voyez-vous, lorsque le problème avait surgi, bien sûr que le Togo s'était rendu disponible à la suite de la sollicitation donc, des deux parties pour essayer de faire la médiation. Et il y avait donc un premier round qui s'était mal passé ici à Lomé le 28 juillet. Mais après cela, on a abouti quand même à la libération de 3 soldats. Mais le président Ouattara, dans son impatience et dans sa foi indélébile à ses relations internationales, avait décidé donc justement d'ameuter la communauté internationale, y compris le secrétaire général, qui l'a d'ailleurs poussé à la faute, parce que ce dernier, de façon assez maladroite et incongrue, avait affirmé que ce n'était pas des mercenaires, sans pour autant avoir des éléments d'argumentation qui pourraient étayer cette affirmation. Alors qu'au même moment, les Nations Unies avaient déjà sorti une note verbale dans laquelle ils ne reconnaissaient pas justement que ces militaires étaient allés dans le cadre précisément justement de la MINUSMA. Et donc tout cela a révélé l'incohérence, l'inconsistance de nos institutions internationales. Et vous avez vu comment la CEDEAO, qui par moment a cru devoir menacer, a cru pouvoir faire des injonctions au point de faire un sommet extraordinaire à New York pour condamner la détention des militaires alors qu'il y a des faits flagrants et évidents qui ne peuvent pas être tolérés par aucun pays du monde qui tient à sa souveraineté, qui tient à sa stabilité, qui tient à sa sécurité. Or, il aurait fallu tout simplement la démarche qui a été faite le 22 décembre pour que tout cela soit résolu. Et donc, il faut vraiment que nos dirigeants comprennent, que ce soit dans ce contexte de carence militaire ou même dans le contexte même de gestion de nos pays, du défi de développement et de croissance de nos pays, les solutions sont fondamentalement à notre niveau parce que personne de l'extérieur ne peut se disposer au point de nous aimer plus que nous-mêmes pour nous trouver des solutions à nos problèmes qui nous sont endogènes. Je crois que c'est cette maladresse que nous avons toujours observée depuis toujours et qui fait que malgré tout le potentiel, malgré tous les atouts, malgré toute la richesse dont nous regorgeons, le potentiel humain qui est encore très remarquable en Afrique, nous ne sommes pas capables de fixer les fondamentaux de notre développement. Il va falloir que nous commencions à partir des faits de cette nature, à comprendre qu'en fait, nos problèmes ne peuvent être résolus véritablement que par nous, quel que soit le temps que cela devra prendre. Parce que j'ai l'impression que nos dirigeants sont tellement pressés d'avoir des résultats qu'ils n'embrayent pas sur la pédale des bonnes solutions. Au point de compter sur les aides internationales, sur des appuis budgétaires, etc. Alors qu'en réalité, il faut capitaliser le potentiel humain, le potentiel minier, les richesses naturelles, il faut les capitaliser, instaurer une gestion assez transparente de tout ce que nous avons. Et puis on va décoller de façon progressive, mais au moins 100 heures. Alors, toujours au niveau africain, est-ce que vous pensez que la pression de la CEDEAO, la dernière, c'était à Abuja au Nigeria, elle n'a pas pesé dans la décision finale des dirigeants maliens? Je ne sais pas si vous avez bien suivi. D'abord, il faut analyser le communiqué que le Mali a sorti à la suite du décret de la grâce présidentielle. Le communiqué annonce donc la prise du décret de grâce présidentielle avec remise de toutes les peines. Et donc, le communiqué indique que cette grâce-là a été octroyée par le président Assimi Goïta dans la dynamique du mémorandum signé le 22 décembre. Ça veut dire que la clé était là-bas. Mais quand vous parlez de cette pression, mais vous avez vu la manière rigoureuse et ferme avec laquelle, dans le communiqué, les Maliens ont attaqué
le président Embalo. Du fait tout simplement qu'il a cru utile donc de donner un ultimatum alors qu'en réalité, il y a des faits qui sont évidents qui doivent être résolus par un État souverain. Donc ça veut dire tout simplement que les pressions, les injonctions, mais quel est le niveau de capacité de la CEDEAO à faire la pression sur le Mali après les sanctions de plus de combien de mois déjà qui n'ont rien donné, qui n'ont pas amené les Maliens à démordre, simplement parce que, vous savez, je crois qu'il faut, ce que nos dirigeants ont commis comme erreur, c'est qu'ils n'ont pas étudié très bien l'état d'esprit actuel des dirigeants maliens. Ils ont fait un pari, soit c'est leur souveraineté, leur indépendance ou la mort. Ça veut dire qu'aucune intimidation, aucune menace, aucune sanction ne peut les amener à renoncer à leur foi, à leur conviction, à leur engagement à défendre les intérêts du peuple malien. C'est d'ailleurs pour ça que Assimi Goïta repose sa politique sur cette triptyque qui dit 1. Respect de la souveraineté malienne. 2. Respect des choix stratégiques et des partenaires du Mali. 3. Tenir toujours compte des intérêts du peuple souverain malien. Lorsque vous êtes dans cet état d'esprit-là, il n'y a rien d'extérieur qui puisse venir vous faire fléchir de vos positions qui visent fondamentalement l'intérêt du peuple dont vous êtes issus, en tout cas dont vous défendez la cause. Nos dirigeants commettent souvent l'erreur, une fois qu'ils sont déjà dans le piédestal de l'État, de penser à eux avant de penser au peuple. Or, lorsque vous vous sentez véritablement redevable vis-à-vis du peuple, et vous savez que vous êtes missionné pour défendre la cause commune, vous ne pouvez plus être complaisant, vous ne pouvez pas prendre des décisions en pensant à vous, alors que l'intérêt, cette décision-là heurte justement l'intérêt du peuple dont vous êtes le défendeur. Je crois que c'est ça qui a fait que, véritablement, ce problème-là a duré comme ça, parce que les dirigeants maliens se montrent intransigeants, fermes, rigoureux, quand il est question de défendre l'intérêt du support du peuple malien. Au niveau d'Abidjan, Luc Abaki, après les tacles, on voit les déclarations du président Alassane Dramane Ouattara. Il dit par exemple, nous sommes des pays frères et nous allons œuvrer pour le meilleur. Voilà le discours qu'il fallait servir dès le départ, depuis toujours. Moi, j'ai salué, c'est vrai que, quand tu analyses très bien l'intervention du président Mali, ivoirien, à part cette partie où il dit, vous n'avez rien à vous reprocher, ce qui sous-entend justement que oui, puisqu'il assume le fait que c'est sur ces instructions que cette délégation est partie, cela veut dire que s'il y a eu défaut, s'il y a eu erreur, s'il y a eu des problèmes, c'est parce que justement l'État malien, l'État ivoirien n'a pas assumé justement ses responsabilités, en tout cas n'a pas respecté toutes les conditionnalités permettant d'envoyer un contingent au Mali. Donc ça veut dire que les militaires en question n'étaient que de simples victimes. Voyez-vous, et ça, on doit pouvoir lui concéder ça. Mais on doit surtout aussi le féliciter d'avoir fini par comprendre que les deux pays sont des pays frères, c'est des peuples frères, et qu'il a bien dit qu'entre frères, quelles que soient les incompréhensions, ils vont toujours finir par trouver une solution. Et ça à mettre à son actif. Je pense que c'est une attitude qui le grandit. D'ailleurs, même le fait que finalement, qu'il ait fait profil bas au point d'envoyer la délégation au Mali, non pas au Togo, parce que il faut bien remarquer les choses. En réalité, il y a une médiation. En principe, si on était simplement dans ce contexte où il y a la méfiance, chacun reste campé sur sa position, à la limite, ce mémorandum aurait dû être signé à Lomé sur un terrain neutre. Mais il a fallu, à un moment donné, ils se sont rendus compte que, écoutez, si on ne fait pas profil bas, si on ne fait pas acte de bonne foi et un engagement déterminant, on ne va pas obtenir gain de cause. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement, il a envoyé la délégation, non pas à Lomé, où donc on aurait contraint les Maliens à venir comme ils étaient venus par le passé pour négocier, mais ils sont allés directement à Bamako. C'est un acte de hauteur qui est à mettre à l'actif justement d'Alassane Ouattara, même si ce sont les conséquences qui l'ont amené à prendre donc cette position hautement responsable. Finalement, on va parler de la médiation du Togo également. Tout à l'heure, Luc Abaki, dans votre développement, vous avez parlé de la sollicitation à un moment donné de l'ONU. On a vu son responsable réagir, Antonio Guterres. Il y a également la CEDEAO par le truchement maintes reprises du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, d'abord à New York,
ensuite à Abuja. Finalement, c'est la voie diplomatique portée par le président togolais Faure Gnassingbé et son ministre des Affaires étrangères, Robert Djussé. Cette diplomatie a porté ses fruits. Reconnaissons d'emblée au président du Togo un travail remarquable. En tout cas, dans ce dossier précis, je pense qu'il a fait preuve d'abord de patience, mais surtout aussi de subtilité et d'habileté. Parce que moi, personnellement, j'aurais été à sa place, qu'à un moment donné, j'aurais renoncé tout simplement à cette médiation dès l'instant où une partie semblait me dénier cette légitimité ou cette capacité à résoudre le problème. Et je parle précisément de l'attitude qui avait été affichée justement par la Côte d'Ivoire où, à la veille donc de son départ pour les Nations Unies, pour Rome d'abord et ensuite les Nations Unies, il a tenu un conseil national conseil militaire où il est remonté sur ses ergots pour dire que c'était une prise d'otage, etc., etc. Un ton belliqueux qui a malheureusement recréé un conflit inouï. Et cette attitude visait à faire comprendre au Mali qu'en réalité, la Côte d'Ivoire, en tout cas la personne de Ouattara, a un réseau puissant au plan international et il entendait précisément activer ce réseau-là. Et une fois à New York, vous avez vu, il a poussé donc le secrétaire général des Nations Unies à se prononcer justement sur ce sujet. Il a poussé Ambalo à en parler de façon assez maladroite, tout comme le président Bazoum, qui tous ensemble étaient en train de faire une forme de pression pour dire que, écoutez, tout ce que les Maliens étaient en train de faire, leurs affirmations, etc., n'avaient pas de sens, qu'il fallait absolument libérer les 46 militaires restants. Il a fallu que le premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, une fois au podium des Nations Unies, tienne un discours qui dissipe tout cela et qui rappelle tout simplement des faits. Vous savez, quand vous êtes dans la vérité n'a pas besoin de lumière en tout cas, on n'a pas besoin d'éclairer la vérité. Elle saute à l'œil nu. Il y a des faits. Et donc, il a demandé au secrétaire général des Nations Unies de savoir, est-ce que c'est possible à Lisbonne? Lisbonne, c'est le Portugal, donc le pays d'origine du secrétaire général des Nations Unies. À Lisbonne, que des gens puissent venir armés avec des faux passeports, une fausse identité, s'introduire justement dans un pays souverain et que les autorités ne disent rien. Donc ça veut dire tout simplement qu'ils ont été très clairs. Le président du Togo a été extrêmement courageux, patient, et donc il n'a pas renoncé à sa médiation. Malgré cette tentation, cette tentative de le contourner, il a continué et au bout du compte, ça a donné ce résultat. C'est d'ailleurs pour cela que les militaires ont dû transiter par Lomé avant de retourner à Abidjan, quand bien même c'est un avion ivoirien qui est allé les chercher. Donc on va le féliciter pour cette action et on considère que à partir de l'instant où il s'est engagé de cette manière-là pour la libération donc des gens, cette action va se répandre un peu partout, y compris même au Togo où il y a des gens qui sont aussi détenus. Voilà. Alors là, on a parlé de la maestria du chef de l'État togolais. On va parler du Togo, Luc Abaki. Le Togo est un point donc stratégique aujourd'hui en Afrique de l'Ouest en matière de médiation. Quand on prend le pays lui-même, qu'est-ce qui a impacté véritablement cette médiation? Non, je pense que, à vrai dire, le Togo s'active beaucoup sur le plan diplomatique. C'est une tradition chez nous ici depuis le temps de Yadema où on aime souvent intervenir dans des conflits pour faire la médiation, pour prôner la paix, pour faire en sorte qu'il y ait une cohésion, qu'on prône toujours la fraternité entre États. C'est une très bonne chose. Et je crois que c'est cette façon de concevoir les choses qui manque fondamentalement à nos États et qui explique que nous ne sommes pas capables de mutualiser nos énergies et nos forces pour pouvoir activer le processus de développement. Vous voyez, la CEDEAO avait une vision de cette nature-là. Lorsqu'elle a été créée, c'est dans le but justement de fédérer les énergies, de faire en sorte à définir une vision commune qui vise fondamentalement l'épanouissement des peuples et le développement économique. Mais il se trouve que les égos des dirigeants empêchent justement la mise en œuvre là d'une telle vision qui participerait justement à créer l'écosystème dans lequel les États, les populations, les citoyens vont se sentir vraiment épanouis. Et donc,
le Togo est en train, effectivement, sur ce plan-là, de faire quelque chose d'assez sérieux. Et je crois que le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a fini par se donner une identité de bon médiateur, avec une attitude assez pondérée, assez calme. Quand vous l'approchez, vous sentez quand même que c'est un monsieur qui a une personnalité relativement magnétique et qui peut être facile à aborder. Et donc, tous ces éléments jouent beaucoup dans les médiations que le Togo mène, et on considère, on espère que cette image que nous sommes en train de construire va aussi nous amener à être droit dans nos bottes, dans la gestion même des affaires internes de notre pays, de sorte qu'on puisse être un modèle dont la voix porte véritablement à tout point de vue. Et le Mali maintenant, ce qu'a dit le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, c'est ce que les officiels maliens ont également dit. Ils disent que le Mali et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. C'est des pays frères, c'est une évidence. Ils sont liés d'abord par l'histoire, mais surtout aussi par la géographie. Le président Ouattara a rappelé qu'il y a au moins 1 200 000 Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire et qui participent à construire l'économie de la Côte d'Ivoire. Il doit être du même des Ivoiriens qui sont donc au Mali. Donc, il n'y a que des dirigeants en fait pour diriger, pour diviser les peuples. Sinon, si ce n'est pas que ce sont les colons qui sont venus donc fractionner l'Afrique. Voilà, à tout point de vue, nous sommes des peuples frères, nous sommes tous des humains, nous devons pouvoir privilégier le vivre ensemble. Et donc, je crois que si nos dirigeants finissent par comprendre cela, évidemment, après les épreuves, après cette situation assez difficile que tous les deux pays ont eu à vivre, tant mieux s'ils ont tiré les leçons de l'impérieuse nécessité pour eux de vivre en frères et de l'assumer véritablement. Parce qu'il ne faut pas affirmer une chose et ensuite, dans les faits, vous adoptez des attitudes qui montrent que vous n'êtes pas un frère. Je crois que c'est ce qu'il faut privilégier. Malheureusement, la Côte d'Ivoire, par le passé, dans les sanctions qui ont été prises contre le Mali, n'avait pas adopté l'attitude de frère. Parce qu'en tout état de cause, lorsque votre frère est en difficulté, plutôt que de rallumer le feu, d'en rajouter à ses peines, il faut toujours trouver des moyens pédagogiques pour pouvoir l'amener à sortir donc de l'ornière. Alors, Luc, c'est ce que les analystes disent. Mais quand on écoute le président Bazoum du Niger, le président Mbalo de la Guinée-Bissau, ils disent que le président Ouattara a toujours œuvré pour le meilleur du Mali. Mais c'est normal. Et vous savez à quel moment ils ont commencé à dire ça? C'est lorsque tout le monde s'était rendu compte que Ouattara était laissé à son propre sort dans l'histoire de ces 49 militaires. Parce qu'au départ, dès l'instant où il a recouru aux Nations Unies, qui malheureusement, dans leur note verbale du 22 juillet, ont décliné toute responsabilité, mais les arguments du président Ouattara ne pouvaient plus tenir. Et dans ces conditions-là, donc, il était laissé à son propre compte, et là, il n'avait plus de soutien. Donc, à un moment donné, il a fallu qu'on le soutienne. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que le secrétaire général des Nations Unies est rentré dans la danse. Et tout cela se passait au moment où il y avait l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc, il fallait ameuter le monde, la communauté internationale, de sorte à pouvoir redonner un visage vraiment de dirigeants responsables à Ouattara, de manière que on puisse faire des pressions sur les dirigeants maliens. Malheureusement, la formule n'a pas marché et malheureusement, ils se sont discrédités de par leurs propos vraiment qui ne reposaient sur rien de crédible. Mais dans tous les cas, je considère que avec cette manière dont le problème a été résolu, ils ont tiré les leçons et ils savent désormais que lorsqu'une situation comme ça arrive, il y a une attitude à adopter. Parce que le principe qui consistait par le passé à passer par des pressions internationales, des menaces, des injonctions, ne peut plus prospérer aujourd'hui, en tout cas avec des dirigeants maliens. Et il doit en être le cas pour tous nos États. La position actuelle du Mali, la position tous azimuts, si on peut dire, Luc Abaki, va-t-elle changer au niveau de la CEDEAO avec cette grâce et cette libération? Je crois que Assimi Goïta a fait preuve de responsabilité en prenant cette grâce après que la justice, je l'avais dit aussi, que rien ne pouvait arrêter le processus judiciaire qui a été enclenché dès l'instant où les 49 militaires avaient été inculpés. Ils devaient nécessairement avoir une suite.
Et donc, après cela, il a pris, conformément donc aux prérogatives que lui confère sa constitution, il a pris un décret pour les gracier. Et ça, c'est un acte de noblesse qu'il élève lui aussi et qui montre qu'en réalité, ce qu'il vise, c'est le bien-être de son peuple, c'est la sécurité de son peuple, c'est la stabilité de son peuple. Et il est prêt à composer avec tous les pays frères pour peu que ceux-ci respectent la volonté du peuple malien, les intérêts du peuple malien, la souveraineté du peuple malien. Donc, je crois qu'à partir de l'instant où il s'est montré, il a encore affirmé son aura d'homme d'État et sa disponibilité à composer avec ses pays frères, je crois qu'il n'y a pas de raison pour que la CEDEAO ne comprenne pas qu'en réalité, Assimi Goïta et son régime font preuve de vision dans l'intérêt du peuple malien, mais aussi dans l'intérêt de la CEDEAO, parce que ce sont toujours les incohérences qui ont fait que même la CEDEAO, jusqu'aujourd'hui, fait du surplace et n'arrive pas à faire prospérer sa vision et à épanouir les peuples des pays composants. Le travail de la justice malienne sur ce dossier, on l'a compris, mais à un moment donné, on peut dire que c'est une pure formalité. Non, je ne crois pas que ce soit une pure formalité, parce que vous savez, lorsque vous êtes un magistrat, vous êtes formé pour dire le droit. Et donc, lorsqu'on vous présente des faits qui sont aussi évidents, vous ne pouvez que dire le droit. Mais n'oublions pas qu'un président de la République est le chef suprême de la magistrature. Et en tant que tel, il a des prérogatives. Donc, les juges ont fait leur travail sur la base des éléments factuels qui ont été mis à leur disposition. Et je crois que le Mali a fait preuve d'une élégance extraordinaire, et sans doute parce qu'il y a eu un mémorandum d'entente. Sinon, ce procès aurait dû être public. Vous avez vu qu'ils l'ont fait dans la discrétion totale. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils veulent sauver la face diplomatique, ne pas mettre à la place publique des éléments qui pourraient participer à détruire même ce projet d'entente, de collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Mali, parce que si c'était fait de façon publique et que tout ce qui avait été dit dans les communiqués des dirigeants maliens se révélait véritablement à la place publique et les militaires n'étaient pas capables de se défendre et de tenir un raisonnement qui n'est pas vraiment de nature à consolider donc ces genres de relations, vous allez voir que même si Assimi Goïta prend cette grâce présidentielle, dans l'opinion nationale et internationale, tout le monde aura vu que, écoutez, vraiment, la Côte d'Ivoire a réellement fauté. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est le terminus. Vous avez sans doute un dernier mot. Non, c'est de recommander vraiment. Je suis très heureux que cette affaire ait connu ce dénouement aujourd'hui. Et que finalement, que les gens soient revenus à la raison et qu'ils aient compris que c'est par l'échange direct, par la négociation, quelle que soit la nature du problème. Je pense que le président Ouattara l'a bien dit en affirmant que entre frères, quelle que soit la nature du problème qui vous oppose, une fois que chacun fait preuve d'humilité, d'ouverture d'esprit et de disponibilité, il y a toujours une solution. C'est vrai pour la Côte d'Ivoire et le Mali, mais c'est aussi vrai dans les relations interpersonnelles entre toi et moi, entre les citoyens d'un même pays. C'est de cette manière qu'il faut comprendre la manière dont nous devons aborder nos sujets, nos problèmes, pour les résoudre et ensuite embrayer sur la dynamique de l'évolution qui est inhérente à la vie. Voilà. Les leçons à tirer de la libération des 49 militaires ivoiriens. Merci beaucoup à vous, Lucas Baki. Vous êtes un journaliste togolais et c'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. On va marquer la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour votre émission Le Gars Croisé.